Je suis honoré et surtout ravi de vous présenter M. Rem Koolhaas, notre architecte, qui est le fondateur de l'agence OMA, et M. Clément Blanchet, qui est le directeur d'OMA France et qui est en charge de notre projet. Et je vous demande de bien vouloir les accueillir. Alors ce que je veux vous dire, c'est vous savez à quel point le projet de reconstruction de l'école à GIF est un projet stratégique pour l'école. Il est complètement cohérent avec ce que l'école veut faire et comment elle imagine son avenir. On veut qu'il soit à la hauteur de sa vision, à la hauteur de son ambition et qu'il soit cohérent avec sa stratégie. Et nous, on est absolument enchantés de la façon dont OMA a compris ce que nous voulions et l'a traduit dans le bâti qui va vous être présenté aujourd'hui. Je voulais vous rappeler que les grands principes, les grandes valeurs que nous avions mis dans le projet, c'était l'identité et l'ouverture. Nous voulions un projet qui représente l'école centrale et son futur. Et comme nous sommes l'école la plus internationale, c'est la plus ouverte sur l'entreprise, que nous avons envie de vivre avec nos voisins, nous voulons également une école très ouverte. Alors je vais m'arrêter là sur les principes, et puis je vais passer la parole à M. Rem Koolhaas et à Clément Blanchet. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très content qu'on peut commencer tout ensemble un travail en commun. Et ce sera vraiment commun, comme j'espère montrer. C'est une relation forcément longue d'au moins 6 ans, peut-être 7 ans, qu'on va commencer. Donc c'est bien de se comprendre bien mutuellement. Et j'ai aussi voulu pas seulement parler de nous-mêmes, mais j'ai aussi voulu vous introduire un tout petit peu au changement récent dans le statut de l'architecture même, qui sont, à mon avis, importants pour comprendre ce que nous avons fait, mais aussi ce que l'architecture peut faire. D'abord, cette image est sans ambiguïté. C'est un projet important, un projet commun, où une civilisation a essayé d'exprimer le mieux de lui-même. Pour très long, l'architecture a été ça, une art, une compétence qui exprime la valeur commune qu'une civilisation a en commun. Mais c'est peut-être depuis 20 ou 30 ans pas tellement le cas, parce que depuis 20 ou 30 ans, on vit l'hégémonie du système de marché. Et cette ligne rouge, c'est le comportement de Wall Street depuis le commencement de Ronald Reagan. Donc, vous avez cette escalation permanente avec des retombées très pénibles que nous vivons maintenant. Mais ce système a profondément changé le statut de l'architecture même. Parce que si avant l'architecture c'était ça, un effort sérieux d'exprimer quelque chose de collectif, disons, l'architecture maintenant c'est devenu ça. Les formes sont devenues plus étranges, mais ce qui est plus important, c'est que cette identité n'a plus une identité d'une société spécifique, mais l'identité d'un brand, un musée spécifique, et aussi une identité d'un seul architecte qui essaye, et c'est Frank Gehry, quelqu'un que j'admire beaucoup, et nous sommes tous dans le même bateau, on pourrait dire, qui exprime en partie lui-même pour réussir dans le système du marché. Donc, vous ne pouvez pas comprendre l'architecture d'aujourd'hui si vous ne connaissez pas cette rupture à l'intérieur de l'architecture même.
C'était possible d'être un architecte sérieux, ici mis en euro, un de mes héros, avec aux deux côtés ce bâtiment, un bâtiment complètement neutre, abstrait, un visage absolument sobre qui fait aucun effort de plaire. Aujourd'hui, si on est architecte, on est aussi vendeur. On est tout le temps dans la situation la plus pénible. Il faut vendre ses idées, vendre. Donc, on ne peut pas plus compter sur cette sérénité, de cette certitude. Donc, ça, c'est l'image classique d'un architecte qui n'existe plus. C'est un homme ennuyeux, sans trop de fantaisie, c'est clair. Il regarde ce plan et il a son dos vers l'objet qui est en train d'être construit. Mais il a évidemment la certitude que tous ces ouvriers font exactement ce qu'il a voulu. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette sérénité ou cette certitude. Aujourd'hui, ce type d'architecture, d'ailleurs, vous êtes quelque part tous experts de cette architecture parce que le bâtiment même que vous allez abandonner sont exactement dans cet esprit. Cette architecture n'est plus fiable. Et quelque part, je dois aussi avouer que c'est très triste que ce rôle d'architecte est parti et disparu. L'architecte d'aujourd'hui doit et peut travailler dans tout le monde. Et entre ce doit et ce peut, il y a une tension peut-être intéressante parce que qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le monde? C'est travailler surtout et d'abord dans des différents systèmes politiques. Ici, un tout petit parcelle démocratique, l'Europe, avec la Chine, la Russie, l'Afrique, etc. Donc, le monde est une patchwork de différents systèmes politiques et l'architecte doit trouver son rôle et ses relations avec tous ces systèmes. Et pour compliquer les choses encore plus, tout ce patchwork est aussi extrêmement différent en termes de vigueur économique et d'autres aspects commerciaux et culturels. Donc, être architecte aujourd'hui implique une grande expertise dans ce type de différences et une grande envie aussi d'engager avec toutes les différences et leurs potentiels évidemment complètement différentes. Donc ça, c'est une représentation du monde de Hérodotos il y a 2000 ans, mais c'est exactement le monde où notre agence travaille. Tous les points bleus sont des points sur cette carte ancienne, et donc pour tous les points, nous devrons développer notre propre logique et propre plausibilité. C'est pour ça que je suis devenu professeur à Harvard. C'est pas que j'avais le sentiment de savoir tellement qu'il était temps que je partage avec les étudiants, mais au contraire, j'avais le sentiment que savais tellement peu que peut-être avec les étudiants, je pourrais construire une autre connaissance. Et c'est surtout le fait que les écoles même, comme Harvard, sont aujourd'hui tellement mélangées, où toutes les nations sont représentées, que j'ai considéré en théorie au moins chaque étudiant au moins expert dans son propre background, son propre culture, sa propre langue. Et j'ai donc vu une opportunité d'assembler sur la base de différents groupes d'étudiants des cellules spécifiques pour aborder certains sujets.
où moi-même j'étais le premier à avouer mon ignorance. Donc on a réussi aller dans cette logique, aller en Afrique, aller en Chine et établir une espèce de connaissance qui nous a permis, avant d'être impliqués comme architecte, de développer un certain degré d'information. Donc, mais ce n'est pas seulement à l'extérieur que notre profession change et que nous devrons construire un autre type de connaissance. C'est aussi à l'intérieur du bureau. Notre bureau initial s'appelait OMA, Office for Metropolitan Architecture. Donc, dans le nom, un grand programme, une grande ambition d'être spécialiste sur l'urbain. Mais très vite, il y a 10 ans, on a ajouté à cette agence une mirror image miroir à Mons, qui a une cellule de recherche où nous avons des chercheurs comme sociologues, anthropologues, historiens, etc., qui nous permet, dans tous les cas, préparer le terrain, mais aussi réfléchir ou donner un type de réflexion architecturale sur des sujets qui n'ont pas forcément besoin de construction. Peut-être que je peux expliquer plus tard ce que ça veut dire. Donc, je passe maintenant sur une série de projets plus ou moins récents où je peux vous montrer à quel point l'architecture est devenue aujourd'hui une espèce de couplement de différents types de connaissances. Ce projet ici, c'est le siège social de CCTV, la télévision chinoise, Central China Television. C'est un projet qui a commencé en 2001, au moment exact du 9/11 en Amérique, et on était demandé en même temps de participer au concours de la reconstruction du World Trade Center et le concours pour la télévision chinoise. Je n'ai pas hésité parce que j'étais convaincu que la construction du World Trade Center sera un projet forcément nostalgique. Et j'ai participé sans trop d'hésitation à un projet chinois, même si ça a été extrêmement controversé en Europe, où le fait qu'on travaille dans de non-démocratie est contentieux. Je l'ai fait parce que je voyais la possibilité de faire une organisation très complexe et de le faire dans une façon moderne. C'est un socle de studio de télévision, donc de vraie fabrication de télévision, une tour pour le broadcasting, une tour pour le bureau créatif et un élément de management, tous dans une seule boucle, parce que la plupart des compagnies de médias sont très dispersées, et j'ai pensé que le fait de faire tous les éléments, faire entrer dans un seul mouvement, pourrait intégrer les différentes parties. Mais ce n'était pas seulement les éléments de l'organisation même. On a aussi trouvé l'opportunité d'introduire le public chinois dans ce système. Il y a évidemment aujourd'hui un très grand décalage entre le public et l'État en Chine, mais ici, on a trouvé le moyen d'introduire une loupe publique qui expose toutes les activités de télévision au grand public et aux visiteurs. Donc ça, c'est déjà une chose qui justifie, à mon avis, une participation à un projet comme ça. La deuxième contribution que nous faisons au-delà de l'architecture pure, c'est une communication, et architecture pour moi est communication sur le point technique avec les Chinois.
Ici, vous le reconnaissez, c'est un diagramme qui montre la tension. Ici, vous voyez que ça, c'est le bâtiment. Un bâtiment, ce n'est pas vraiment une tour, mais une boucle. Donc, d'une forme assez inhabituelle, il y a un système de construction qui permet de le construire. Ici, c'est une analyse de cette construction extérieure, exosqueletale, qui tient tout le bâtiment, avec une analyse des parties qui travaillent le plus et les parties qui travaillent moins. Et donc, on a décidé d'utiliser ça comme base du design, mais on n'était pas intéressé à renforcer les parties qui travaillent et de ne pas le faire pour les parties moins changées, mais au contraire de le prendre comme une espèce d'esthétique. Donc, s'il y avait une compression forte, on a doublé la trame. S'il n'y avait pas une compression, on a simplement éliminé des parties de trame. Donc, on a comme résultat un dessin qui semble être très arbitraire, avec toute une série de décisions qui ne sont pas forcément directement visibles, mais qui sont en fait tous des décisions complètement cohérentes avec le comportement de gravité. Mais pour introduire ça en Chine, ce n'est pas facile, parce que les forces de construction sont très conservateurs. Il n'y avait pas de règles qui pourraient simplement accepter notre bâtiment. Donc, pendant 2 ans, on a eu des discours et des échanges extrêmement poussés avec les 150 professeurs de statique les plus professionnels de la Chine. Et ils nous poussaient, ils étaient très critiques, d'abord dans le marxisme pur, toute gravité qui ne va pas droit au but est complètement inacceptable. Donc, ils nous ont vraiment critiqué très violemment, mais ils nous ont aussi forcé de connaître notre propre bâtiment avec une précision presque obscène. Et finalement, on a connu de tous les membres le comportement dans le tremblement de terre de 1 à 10 000 ans. Donc, mais finalement, ils ont consenti que le bâtiment était possible. Donc, je vois aussi comme notre tâche de communiquer d'avoir ce type de discours et d'étendre ce qui est possible dans d'autres pays. Et après nous, c'est certain que pour les architectes chinois, les possibilités se sont clairement élargies. On voit ici le point où les 2 tours sont connectés. C'est un point fantastique parce que c'est la première fois dans l'histoire de la construction que le temps a joué un rôle important, parce que sous le soleil, les différentes moitiés du bâtiment avaient des facteurs différentes. Donc, pour le couplet, il fallait attendre que tôt le matin, ils étaient tous les 2 au même niveau. Donc, c'était un acte constructif qui pourrait aussi seulement se faire dans les 5 minutes entre 6h et 6h05. Ce type de précision fantastique. Et je dirais, nous avons traditionnellement un très grand intérêt en construction dans la structure. Je dirais même que notre meilleurs bâtiments sont des hybrides entre l'ingénierie et l'architecture. Ici, nous avons fait de cette pointe où ils se sont couplés un espace public qui habite cette situation de très dense construction et qu'il a des trous où ils peuvent regarder dans le sol. La présence de la structure est omniprésente dans le bâtiment et identifie partout des différences et des exceptions et donc donne une spécificité
extrêmes aux tous les points différents. C'est intéressant que ce type d'ambition, qui peut paraître peut-être extrêmement élitaire ou individuel, peut être partagé par le constructeur. Ici, un poème qui a été écrit sur le poutre même par un des travailleurs qui nous a beaucoup touchés. Parce que ça montrait que même pour eux, c'était une entreprise qui faisait du sens. Ok, ça c'est donc un type de projet qu'on fait. C'est pas seulement un projet, mais un vrai engagement avec une autre économie, un autre système politique, d'autres possibilités. Avec Amont, nous avons récemment fait un tout autre projet, rien à faire, disons. C'est pour célébrer le coupole de Galerie Lafayette qui existe 150 ans et dont nous avons fait avec Amont une petite historique, une petite chronologie et une petite mise en scène qui a montré tout le point où Galerie Lafayette a coïncidé avec l'histoire de la France. Donc, une intersection entre Galerie Lafayette et la politique. Donc, pour nous, tout ça, ce sont aussi des architectures. Donc, l'architecture, ce n'est pas seulement un projet extrêmement grave, il y a aussi des éléments de légèreté et surtout une insistance permanente sur le rôle de communication que l'architecture peut avoir. Un autre projet que nous faisons depuis 12 ans, c'est une espèce de consultant pour Prada, où nous voyons notre tâche d'établir pour Prada une identité toujours changeante. Parce que je pense que le drame ou le problème de toutes les identités dans le système de marché, c'est qu'ils se concentrent sur leur essence. Et quand c'est établi, c'est très difficile d'échapper de cette essence. Avec Prada, on a toujours joué un rôle plus divers et plus hybride. On nous a même convaincus d'être fiers du fait que tout le monde le falsifiait. On a proposé d'introduire des objets un peu anti-technologiques. On a développé, en train toujours de développer de matières avec eux, en plastique et métallique. Et on a surtout établi une très grande connaissance du potentiel du numérique et du digital domain pour des raisons en même temps artistiques et commerciales. Donc, avec Amont, on a réussi d'élargir l'offre de notre agence avec un domaine digital. Le premier mot que nous avons échangé aujourd'hui, c'était le mot fonctionnalisme. Votre directeur m'a reçu dans son bureau pointu sur le bâtiment, sur une grande carte. C'était un bâtiment fonctionnaliste avec une espèce de terrible méfiance et déception. Pour moi, le fonctionnalisme reste un mot très important et même un mot très beau. Et j'espère que je peux vous montrer pourquoi. Ce que nous faisons comme architectes, ce n'est pas simplement satisfaire une demande qui est définie, mais de prendre tous les éléments qui sont demandés d'une autre façon, d'une façon neuve, qui donne donc une plus-valeur et qui donne plus que la définition originale pourrait espérer. Et je vous le montre dans un projet de théâtre
en Taïwan, Taipei, qui était projeté dans un endroit extrêmement actif de cette ville, Taipei, une moschée de nuit qui continue toute la nuit jusqu'à 3 heures le matin. Donc, un projet extrêmement excitant parce que exactement c'est dans cette densité. Sur le site même, il y a une foire de petits restaurants, cellules. Ce ne sont pas même des restaurants une espèce de place complètement remplie avec de petites cellules de restaurants. Regardant, j'ai découvert une espèce d'intéressant élément où on pourrait cuisiner 3 plats avec une seule. C'est devenu une inspiration très grande et je vous explique pourquoi. Il y a beaucoup de centres culturels aujourd'hui qui construisent et qui sont basés sur 3 restaurants, par exemple, sur 3 théâtres. Donc, ça c'est le plus récent à Pékin, un amphithéâtre avec une scène, une autre petite théâtre salle avec une autre scène, un autre théâtre avec un espace public qui les entoure, mais qui aussi les sépare. Quand j'ai vu cette façon de cuisiner, j'ai imaginé qu'on pourrait le faire autre, et j'ai imaginé qu'on pourrait faire tout le scène, tous les appareils techniques du théâtre, toutes les technologies du théâtre dans un très grand volume et de suspendre à porte-à-faux tous les amphithéâtres à part. Donc, c'était tout le contraire de façon typique. Et j'ai mis cette bloc sur le marché de nuit même, de telle façon que la vie urbaine pourrait filtrer d'une façon très logique dans notre théâtre. Donc, le flux sont rentrés. Et l'avantage, pourquoi je l'ai fait, donc vous voyez ici cette espèce de tour de scène, méga tour de scène, avec le 3 auditoriums. Et je l'ai fait parce que ça permettrait de coupler les auditoriums et de créer à l'intérieur d'un théâtre classique un énorme espace presque industriel pour les performances plus hypothétiques et plus expérimentales. Ici, vous voyez donc le théâtre classique, notre théâtre classique, mais à travers de cet couplement, partout de possibilités théâtrales et de connexion. Donc, j'ai rien ajouté, j'ai simplement mis les choses ensemble d'une certaine manière. Ça coûte pas plus qu'autrement, mais ça étend la possibilité d'utilisation d'une façon importante, qui est aussi qui incite aussi le créateur d'imaginer les choses autres et les choses autrement. Donc, je considère ça comme une de nos expertises et une des raisons que nous sommes devenus architectes, pas tellement pour suivre un discours sur la forme ou pour suivre une langue ou pour suivre une identité de notre part, mais au contraire pour trouver dans tout projet une façon d'ajouter une dimension supplémentaire. Par exemple, ça c'est une salle de concert à Porto, mais c'est une salle de concert qui a de grandes fenêtres qui regardent sur la ville de Porto d'un côté et sur l'Atlantique sur l'autre. Mais la totalité est entourée des espaces publics qui font que le bâtiment, ce n'est pas une salle de concert qui travaille, qui est ouverte le soir, mais que tout le bâtiment est devenu une espèce de maison pour la ville. Un des projets que nous avons terminé il y a 5 ans, c'est la bibliothèque de Seattle, une bibliothèque municipale, donc rien d'exceptionnel, mais qui montre aussi
la façon de travailler que nous avons développée sur le dernier décade, qui commence pas toujours avec un projet, avec un dessin, mais qui regarde d'abord et qui fait des recherches sur la nature même des bibliothèques. Et si on dit la nature même, très souvent, évidemment, aujourd'hui, on parle de l'évolution ou même de révolution à l'intérieur d'un certain programme. Par exemple, une bibliothèque n'est plus simplement une collection de livres, de journaux, mais aujourd'hui s'étend avec de la musique et avec le numérique, la photographie. Donc, le tâche et ce qu'une bibliothèque accumule, c'est énormément répandu. Et la technologie digitale a un impact évidemment énorme. Donc, ce qu'on a fait ici, ça c'était le programme initial, différentes activités. On les a recomposées pour voir l'échelle de chaque composante. Livre occupe peut-être un tiers du bâtiment total. Ensuite, on a regardé dans ce programme pour définir tout ce qui était susceptible à changer, évoluer très, très vite et très souvent. Donc la façon de lire, aujourd'hui, fait une énorme accélération de technologie, mais le livre même reste aussi fiable et sont une des composantes essentielles d'une bibliothèque. Donc on a divisé l'évolution, l'évolutif et le définitif dans un seul programme. Par exemple, le parking, c'est définitif, les enfants, c'est évolutif. Et ce diagramme est devenu le diagramme même de la bibliothèque, où on a conçu la bibliothèque comme une série de boîtes hautement organisées qu'on pourrait attendre qu'il restait plus ou moins le même dans le temps, et une espèce d'espace intermédiaire entre ces boîtes qui était beaucoup moins fixé et qui on pourrait permettre d'évoluer très vite dans le temps. Donc le bâtiment est un mixage presque scientifique entre les choses qui sont stables et des choses qui sont instables, une espèce de barcode entre les deux. Donc, c'est simplement pour vous montrer que l'architecture est beaucoup plus qu'une esquisse, beaucoup plus qu'une idée de forme, mais simplement aussi une organisation et une lecture du moment actuel, où certaines choses sont dans un flux permanent et d'autres sont dans un mode de résistance. Ici, donc, un de ces vues sur les espaces plus ou moins ouverts qui changent et des espaces plus denses qui ne changent pas. Est-ce qu'il y a un problème de temps? Non? Hein? J'ai montré déjà des moments de collaboration. Toute architecture importante est une collaboration très intensive avec le grand public d'abord, mais aussi avec le travailleur dans cette petite instance. Et dans le cas de la bibliothèque de Seattle, c'était très intéressant. C'est le bâtiment définitif et on voit ici cette alternance entre la partie dense et la partie ouverte, où après, le bâtiment a été réclamé par tous les autres, donc est devenu quelque part pas notre bâtiment, mais un bâtiment beaucoup plus collectif. Clément, j'ai parlé combien de temps? 25 minutes. Ok, je vais montrer un projet encore. Simplement pour vous introduire peut-être une dialectique un peu similaire à laquelle nous nous confrontons ici. C'est un student center
in Chicago pour la bibliothèque technique IIT, Illinois Institute for Technology. Le centre de Chicago se trouve là, c'était un peu dans le périphérique, et dans une situation qui est définie par une autoroute et en plus par un train surélevé qui fait une énorme noise, bruit, un bruit énorme et qui donne une espèce de no man's land au centre du campus. Ça, c'est un dessin de 1940 de Mies van der Rohe, qui était juste venue en Amérique pour éviter la guerre en Allemagne, qui montrait son idée. Donc, en Chicago, une ville à cette époque très dense, il a imaginé le campus de Haïti comme une espèce de vide et placé d'une façon très élégante sur cette vide de différents bâtiments pour les différentes écoles de minéral, une école comme vous l'avez ici. Donc tout objet était séparé, il n'y avait pas de connexion et le campus était basé sur le contraste entre l'urbain et le contre-urbain qui était important pour lui. Mais quand nous sommes arrivés sur la scène, seulement 50 ans plus tard, la ville de Chicago avait tout à fait disparu. Donc on avait une situation très paradoxale d'une vide qui était imaginée comme un vide dans un plein, mais c'était un vide dans une vide entouré par un vide encore plus grand. Et dans ce contexte, il nous fallait construire un centre d'étudiants qui, à notre avis, devrait, dans cette situation, représenter une densité ou une condition urbaine, quelque part de substitution pour la ville qui avait disparu. Ici, une vue, donc le campus de Mies, le student housing et le no man's land avec le train entre les deux. Donc là, encore un temps, on n'a pas commencé par simplement faire notre architecture, on a d'abord étudié tout le mouvement d'étudiants. On est allé sur la scène avec les étudiants de Harvard et on a simplement enregistré pendant un mois tout le mouvement et on a découvert qu'il y avait toute une série de voies qui étaient établies entre les différents éléments. Et on s'est dit, si nous voulons introduire du densité de l'urbain, il faut le faire ici où tout le voirie se croise. Donc, ce n'est pas que l'architecture l'architecture introduit la densité, c'était l'architecture doit capter le peu de densité existant qui était sur ce campus. Donc, ce diagramme est devenu encore le bâtiment même qui est parcouru par tout ce voirie et qui organise tout le programme des centres d'étudiants d'une façon pêle-mêle, avec des confrontations très directes entre le plaisir, l'enseignement et le sport et de cantine dans un ensemble très dense et qui a imaginé une autre idée que pour réussir, il fallait aussi réduire le bruit du train. Donc le bâtiment n'existe presque pas. L'élément dominant, c'est une espèce de tunnel aérien qui permet d'absorber le bruit du train et donc de vivre en sérénité relative dans ce partie du campus. Donc, ce tunnel qui presque écrase le bâtiment
parce qu'il y a peu de hauteur. Et cette façon d'écraser a permis aussi toute une série de spécificités à l'intérieur du bâtiment qui nous a permis une espèce de grande liberté de juxtaposer tous les isolements à l'intérieur du bâtiment. Bonjour, je vais vous présenter Centrale, mais avant tout, essayer d'expliquer le processus de conception, étant donné que finalement, on est au début de la conception et qu'on cherche à enregistrer aussi vos données pour partager une donnée commune qui est le projet. Centrale, ça a été un objet isolé, très symétrique. À la suite de ça, a été encerclé par la ville et à un moment donné, est devenue cette architecture fonctionnaliste qui a comme atout de pouvoir être extrêmement bien organisé, mais en même temps détaché d'un contexte qui n'a pas encore accompagné l'école de Châtenay-Malabry. Donc, cet exode du cœur de Paris vers la grande nouveauté qui est Paris-Saclay, avec cette démonstration de force et d'activité de différentes écoles, comment cette polarité pouvait générer de l'urbanité, ou en tout cas favoriser un territoire architecturalement et urbanement différents. Bien sûr, on est tous conscients de ce que l'école a donné en termes de caractère, en termes d'invention. Et pour nous, il était intéressant de regarder la généalogie et l'histoire de l'école de Centrale avec l'école de Supélec et quel était le contrat de mariage que l'on pouvait favoriser en termes de projet urbain. Donc, quel était le rôle de l'école Centrale vis-à-vis de l'école Supélec et inversement, qu'est-ce que le rôle de Supélec avec l'école de Centrale. Donc on s'est rendu compte que finalement ce paysage était extrêmement beau et naturel et que c'était très difficile pour nous de trouver une solution parce que quand on part de rien, il est impossible de trouver des raisons. Seulement, on a rencontré ces insularités qui sont des architectures fortes des années 70, avec Supélec notamment, avec une ferme, avec une architecture aussi très fonctionnaliste, avec le CNEF, et peut-être plus moderniste, qui est cette architecture en barre. Donc comment faire avec un tel contexte? Donc on voulait éviter ces isolats, ces architectures parsemées sur le plateau, mais en même temps la rencontre d'une nature très forte, très présente, avec la vue en arrière-plan de Paris. Donc Paris est présent, c'est une inconscience, mais on n'a pas trouvé encore le lien, si ce n'est que cette infrastructure va favoriser le lien physique avec le projet de Saclay. Donc on voit ici le contexte avec le rapport donc, à la ville idéale de Gif, très organisée autour de tous nos propres pensée d'une ville heureuse, avec un centre, avec un bourg, avec des places, et au-dessus, un plateau parsemé d'entités complètement disparates et qu'il fallait essayer de phagocyter, ou en tout cas intégrer dans la démarche du projet donc, de Xavier de Guetter et Michel Desvignes, à cette idée que finalement, il y avait peut-être une grille commune qui allait interagir avec tout cet grand territoire vaste. Donc il a été pensé comme une maille d'espace public qui met en tension et qui met en lien tous ces espaces détachés. Et nous avions la responsabilité de travailler sur ce premier bloc. Comment interagir avec des bâtiments complètement isolés? On a essayé de responsabiliser l'idée que finalement une grille pouvait être libératrice et en même temps unificatrice. Donc on a eu cette obsession de dire que finalement le territoire pouvait être commun, partagé avec cette idée qu'une ligne continue pouvait coloniser un même territoire. Ensuite, l'idée de faire un lien avec l'école de Supélec a été pendant longtemps une grande question. Est-ce qu'on le touche? Est-ce qu'on ne le touche pas? On a voulu préférer une distance avec la possibilité que les gens du métro qui arrivent de Paris traversent l'école de Centrale pour aller rencontrer l'école de Supélec.
Tout ça pour dire qu'on a essayé de trouver un canevas d'espace public entre la place Argentée à l'infrastructure grande et ce carré des sciences qui essaye de regrouper, qui a comme fonction de regrouper les deux écoles. Donc comme une traversée commune, publique, qui sera agrémentée de programmes partagés avec un restaurant, une bibliothèque, des espaces collectifs d'auditorium, donc une vraie diagonale active pour la bibliothèque. Ce plan est peut-être le plus important, c'est finalement de dire qu'il n'y a pas un projet d'architecture, il n'y a pas un projet d'urbanisme et il n'y a pas un projet pédagogique. Tout essaie d'être un lieu commun et un dispositif partagé. Donc on essaye ici de se dire que l'école, par sa masse critique, peut essayer de générer un futur au projet de Saclay et inversement que tous les projets de logement et notamment la relation avec le projet de l'ENS Cachan vient créer une articulation autour de ce bâtiment qu'on a voulu préserver et peut-être revitaliser. Juste pour expliquer un peu le processus de conception, parce que finalement on n'est qu'au début, je voulais juste vous parler de ce champ commun qui était de réunifier ce territoire. À un moment donné, on a essayé de le rendre un peu plus réaliste. On a même voulu construire sur Supélec, mais peut-être c'était irréaliste. Je sais qu'il y avait un concurrent qui a aussi phagocyté l'école de Supélec. On a même voulu créer un billboard commun en faisant une ligne, essayer de retrouver une architecture fonctionnaliste et aussi de trouver une diagonale peut-être marquée et littérale, mais aussi peut-être métaboliste. Donc on a essayé beaucoup de choses, on s'est essoufflé à trouver différents dispositifs. Jusqu'au jour où on a compris que peut-être il ne fallait pas faire le même schéma que Supélec avec une seule centralité, mais au contraire de diffuser une centralité qui serait organisée autour de cette trame rigoureuse et où finalement ce désordre qui serait peut-être créatif entre les différents blocs de l'école pouvait créer cette centralité. Donc ce n'est pas une centralité pointée, mais plutôt une centralité continue. Donc ici la maquette où on se rend compte que le bâtiment est traversé pour rejoindre Supélec et où le bâtiment n'est pas un dispositif formel, mais plutôt un squelette pour ouvrir la flexibilité à l'école. Et au milieu, vous avez ce grand bloc, ce bloc qui correspond aux connaissances générales. Et donc, les étudiants participent et viennent dans ce bloc avant d'aller diffuser et rechercher dans les laboratoires et dans les espaces d'enseignement. Bien sûr, l'école est accompagnée de tout un programme avec le logement, le sport, l'hôtellerie, qui fait partie donc de notre réflexion sur le territoire. On a voulu travailler à différentes granulométries. Bien sûr, le rapport entre les trois grandes institutions, Supélec, l'ENS Cachan et Centrale, et essayer de générer des micro-conditions pour aussi dire que le CNEF a un nouveau visage et un nouveau rôle. Donc bien sûr, la grille n'est pas une grille pour réguler et autoriser à l'idée qu'on va générer du générique, mais au contraire d'ouvrir les portes à plein de dispositifs. Ces dispositifs qui pourront offrir différentes typologies, du logement à l'hôtel et autres. On s'est inspiré d'une trame, notamment de Novartis, de 25 par 40, qui essaye de générer donc une certaine flexibilité. Au-delà de ça, on a rencontré des satellites ou des nuages de connaissances qui essayaient de se regrouper. Et c'est aussi pour ça que nous travaillons actuellement à la question du CNEF, pour savoir comment le CNEF pouvait interagir, peut-être en ouvrant ses portes et en dialoguant un peu plus avec les différentes institutions. Donc ici, c'est peut-être choquant, mais on essaye juste de dire que peut-être il y aura plusieurs grilles, peut-être qu'il y aura plusieurs diagonales, parce qu'on a créé cette relation-là, mais il serait intéressant aussi peut-être de favoriser une autre diagonale avec l'ENS Cachan notamment. Mais un peu à l'image de ce microprocesseur, l'école est un peu l'esthétique de la science, où on vient favoriser une démarche commune, très rigoureuse, mais en même temps très libérée.
Donc on a créé ce bloc, cette machine, avec des dimensions donc, de 158 mètres par 125 mètres. Alors on a dû créer une image, mais malheureusement on n'a jamais réussi à la trouver. Donc ici c'est juste les commentaires que je faisais au Render Maker pour démontrer qu'on n'a pas réussi encore à trouver l'image. Mais en même temps c'est normal et il faut qu'on continue. Peut-être qu'il ne faut pas de façade. Et donc on a regardé aussi le rapport aux rues. Peut-être qu'on pouvait leur donner des noms d'anciens centraliens. Et le plus important, c'était quelle interface on pouvait trouver entre le logo de Centrale Supélec et le rapport au projet urbain. Donc comment faire face à ce mastodonte des architectures des années 70 ? On a découvert que le même architecte faisait des architectures similaires, peut-être fonctionnalistes, mais en même temps qui posait la question de est-ce que nous, on fera d'autres écoles de centrales ? C'est peut-être le message que j'essayais de faire passer. Donc, Supélec, c'est bien sûr cette architecture grandiose du couloir, mais aussi d'un espace commun, partagé, avec des couloirs. Mais Centrale, c'est ces architectures détachées, mais avec des couloirs. Et aussi avec des espaces et des situations très impressionnantes où on pouvait voir la production. Et c'est ce genre d'image qui nous a intéressés dans la démarche du projet. Donc là, la retranscription finalement du logo entre Supélec et l'école centrale. Et on se pose toujours la question, et j'espère qu'on trouvera la réponse, parce qu'on connaît le rôle de cet espace public, mais on voudrait éviter cette monotonie pour trouver quelque chose de plus suspect et où les choses pourront arriver avec le campus. Donc le projet, c'est finalement une manipulation du programme. Tout d'abord, j'ai essayé d'imaginer la plus grande compacité, parce que forcément, en amont, on pense que ça sera écologiste, etc. etc. Donc on se réfléchit à l'idée d'une certaine densité et d'une centralité. Après, on a vite compris qu'il y aurait deux bâtiments, le MOP et le PPP. On a repris les entités fonctionnelles, on a refusé la charte d'Athènes et on a préféré un dispositif commun avec deux nappes. Ces deux nappes qui sont organisées suivant les univers dont je vais parler juste après, la création de cette diagonale avec le lien de l'école et enfin l'ajout de l'homme et le monde au-dessus de ce champ de connaissances. Finalement, l'école de l'ENS Cachan qui devient la troisième pierre du dispositif du projet. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai regardé du coup le cahier des charges du concours et on a fait un ranking qui permettait de voir quel était le nombre d'occurrences des mots du cahier des charges. Donc ça, c'était ça le cahier des charges. Donc comment faire avec ça ? On a aussi essayé de regarder le programme un peu plus complet et détaillé et on a essayé de le simplifier avec du coup simplement plusieurs unités, les recherches, le social education avec l'homme et le monde, l'entreprise qui serait finalement une vitrine aussi au monde extérieur, et enfin toute la logistique. Ensuite, on a séparé le bâtiment en deux avec les demandes du programme. Donc d'un côté, ça c'est ce qu'on construit, et ça c'est ce qu'on pourra définir avec vous dans le temps et en lien à l'idéologie du premier bâtiment. Donc ici, le rapport avec les deux unités, la création de cette diagonale, donc le champ de l'énergie, de la matière, de la simulation du vivant, et on a créé une sorte de loop où finalement les étudiants pourraient rentrer au cœur du dispositif et ensuite aller étudier dans les différents laboratoires et champs de connaissances jusqu'à terminer à l'entreprise qui serait en vitrine à l'espace public de la place. Donc arrivé le concept de Lab City où finalement ce rapport à ce système qui fonctionne du vu et du être vu et du rapport de contrôle de l'espace, on est arrivé à cette superposition peut-être de deux niveaux de référence, un niveau de référence où on testait et un niveau de référence où on enseignait. Et donc on a essayé de regarder avec ces deux dispositifs comment on pouvait mettre en place cette grande halle. Cette grande halle, c'est un dispositif structurel sur lequel on vient poser cet objet. C'était l'espace du forum
cet espace du forum qui est reconnaissable par cet auditorium notamment suspendu. Et on s'est rendu compte que l'école centrale cherchait des partenariats. Donc on a regardé un peu comment Centrale se positionnait. Et avant tout, le projet de l'école centrale, c'est plutôt un projet pédagogique, dans le sens où on vient collecter ici les connaissances générales, le tronc commun. Les étudiants viennent ici, sont en balcon sur la connaissance générale. Une fois qu'ils ont passé 2 ans et qu'ils ont réussi, on les lâche dans la grande halle pour aller étudier jusqu'au point culminant où finalement les laboratoires les plus exclusifs et les plus dangereux sont à la périphérie du projet. Et enfin, on vient représenter cette école avec le dispositif de l'entreprise. Donc finalement, le bâtiment, c'est l'intégration d'un dispositif pédagogique et structurel, dans le sens où la structure est creuse, c'est une trame pérenne. Au niveau du sous-sol, vous avez un niveau de parking et ensuite des réseaux qui viennent alimenter les différents laboratoires. Et ensuite, on vient positionner au cœur ce forum, le lieu commun de l'école, avec ce premier niveau qui est très ouvert. Et on a intégré le sport aussi comme dispositif au cœur de l'école. Ensuite, on a imaginé un système de ventilation naturelle pour que la halle soit finalement pas dépendante et au contraire opportuniste à l'idée qu'on puisse favoriser une flexibilité au cœur de l'école, puisque si on veut changer le laboratoire, on sera moins dépendant d'une charge climatique ou du rapport intérieur-extérieur, donc peut-être il y aura une économie à trouver dans le dispositif constructif. Tout ça pour vous dire qu'on a travaillé sur le confort thermique. Le confort thermique est assuré par des ETFE, des coussins, qui laissent passer la lumière, mais en même temps le contrôle, avec un système ici de 2 pellicules, et suivant la pression dans le coussin, on peut régler une membrane métallique qui vient obscurcir ou non l'intérieur de la grande halle. Tout ça aussi pour vous dire qu'on cherche à trouver des systèmes énergétiques avec le rapport à la géothermie, où finalement pendant l'été on pouvait prendre l'énergie et l'hiver le transmettre au niveau des dalles. Ici, quelques principes généraux sur le désenfumage et la ventilation naturelle, où on vient prendre l'air en façade et on peut le faire passer en haut. Et là, quelques illustrations donc de l'espace du forum, avec cette grande diagonale qui traverse l'école pour aller rejoindre Supélec. Tout ça pour vous dire aussi que cette grille offre tous les possibles. On peut enlever, on peut rajouter, on peut reconfigurer. Un peu comme cette photo de maquette qui expose cette idée qu'on est en pleine, on est en train de chercher sa définition, c'est en train de mûrir cette idée qu'on puisse trouver la solution, avec cette idée que peut-être les différents blocs pourront être réorganisés suivant les typologies d'espace que vous allez transmettre et qu'on va travailler ensemble. Au niveau du traitement de l'air, on vient avoir un apport d'air frais, on le traite, ensuite il va dans les laboratoires, il revient et ensuite il est évacué au cœur de la structure. Donc on peut imaginer que quelque part, une fois qu'on a bien organisé cette structure, il y a un dispositif extrêmement flexible et fluide dans le temps. Ici, quelques illustrations notamment du rapport entre les laboratoires au niveau du rez-de-chaussée et les bureaux au-dessus. Quelques plans du concours pour montrer le fonctionnement avec le niveau de parking, le niveau du sol, avec des laboratoires majoritairement, mais en même temps, on essaye de favoriser des mélanges de salles de classe pour ne pas avoir la division uniquement laboratoire, salle de classe, bureau. Donc on essaye de partager et de travailler ça ensemble, avec bien sûr cette diagonale et le restaurant au cœur du dispositif. Ensuite, on a un niveau haut avec des bureaux et quelques autres unités. Et ensuite, au niveau du cœur, on se rend compte qu'il y a des salles de classe qui seront peut-être plus ou moins mutualisées et la vie étudiante qui sera catalysée au cœur du bâtiment. Un peu l'idée d'une ville miniature, avec ici encore une axonométrie du fonctionnement. On cherche un peu de trouver des lieux qui ne sont pas identifiables dans un premier temps. On veut se surprendre ensemble
à la définition d'une rigueur, mais qu'à la définition de cette rigueur, on offre de nouvelles manières de rencontrer et que les champs de connaissances ne sont pas identifiés ni distanciés. On a fait un peu un collage de comment la journée se passerait dans le campus. Donc il est 9 h du matin, un étudiant se lève avec une architecture, un peu plus tard, pardon. 8 heures. Ce même étudiant donne rendez-vous sur le carré des sciences. Donc il rencontre une certaine énergie. Peut-être après, il est distrait pendant son laboratoire. Enfin, il a un temps de repos autour d'un café avec le bloc central. Il rejoint une amie dans le parc. Il se retrouve dans l'auditorium suspendu pour un événement. On se rend compte toujours de cette diagonale. Et enfin, il fait un peu de sport et essaye de cultiver sa musique. Peut-être un peu provocateur, mais on a fait le avant-après de l'actuel ECP et du futur de l'ECP. Ça, c'est le couloir actuel et peut-être le prochain. Les espaces de détente, ce qu'on voudrait favoriser. Les salles de réunion en sous-sol, peut-être qu'on les mettra en aérien. Et enfin, d'autres espaces de détente avec une vue. Et ici, donc, la reconfiguration générale dans le quartier du Moulon. Merci.